Merci beaucoup. Merci à Florent Guénère et à Mathias Girel de m'avoir invité aujourd'hui pour présenter à ce colloque ce travail. Donc, il y a un travail que je mène depuis maintenant une petite dizaine d'années sur une série de rumeurs qui ont circulé en Afrique, entre autres au Gabon et au Sénégal, qui sont les deux pays où j'ai principalement mené mes enquêtes de terrain. Alors, ce travail a déjà donné lieu à la publication de 2 ouvrages et d'une série d'articles. Alors, il y a 3 rumeurs sur lesquelles j'ai principalement travaillé. Il y a premièrement une rumeur de voleurs de sexe qui raconte que des inconnus, le scénario c'est que des inconnus sont accusés de voler ou parfois seulement de rétrécir le sexe d'autres individus à l'occasion d'une banale rencontre dans la rue, le plus souvent une simple poignée de main. Alors cette rumeur, elle trouve son origine au Nigeria au début des années 1970, mais dans les années 90, 20 ans plus tard, elle se propage très largement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, jusqu'à toucher une vingtaine de pays, une sorte de bloc assez compact qui irait de la Mauritanie au Soudan jusqu'en RDC au sud. Donc là, vous voyez une carte où vous avez uniquement les dates qui sont les dates de première occurrence de la rumeur dans le pays. Sinon, la carte devenait illisible. Si je notais, c'est une rumeur sporadique qui revient, mais qui donne une idée de sa diffusion. Une deuxième diapositive qui montre cette fois-ci le nombre de pays touchés année par année et qui permet de bien voir le pic du milieu des années 90, au moment où la rumeur s'internationalise. Et depuis lors, depuis ce milieu des années 90, la rumeur est restée active de manière sporadique dans un grand nombre de pays. Et alors ces histoires de vol de sexe, elles donnent régulièrement lieu à des accusations publiques débouchant sur des violences et des lynchages de foule. Par exemple, au mois d'avril 2001 au Nigeria, 20 personnes accusées de vol de sexe sont lynchées et de manière similaire, une douzaine d'autres personnes meurent en janvier 2002 au Ghana suite à des accusations. Et donc on peut parler de ce point de vue-là de rumeurs accusatoires. Et vous verrez les autres rumeurs sur lesquelles j'ai travaillé conservent cette même structure de rumeurs accusatoires qui visent, qui stigmatisent des personnes. La seconde rumeur, c'est une rumeur de numéro de téléphone portable qui tue, parfois appelé appel satanique. Selon son scénario, donc on raconte que recevoir un appel de certains numéros pourrait entraîner une mort immédiate par hémorragie avec du sang sortant du nez, des oreilles et de la bouche. Alors cette rumeur, elle trouve à nouveau son origine au Nigeria en juillet 2004. Et au cours du mois, elle se répand au Cameroun et au Gabon, et c'est là où je la croise à ce moment-là. Mais elle va ensuite retoucher plusieurs pays d'Afrique à plusieurs reprises dans les années qui suivent, mais de manière assez surprenante, elle a également touché l'Asie à partir de l'Inde et se répandant dans toute l'Asie du Sud, de la péninsule arabique jusqu'à l'Indonésie. Sachant que là, sur ma carte, ça montre que les occurrences jusqu'en 2010, j'ai publié un article sur le sujet en 2011, mais depuis lors, d'autres pays ont été touchés, en Afrique notamment, par exemple le Bénin, le Togo et le Sénégal ont été touchés par la rumeur par la suite. Et enfin, la troisième rumeur, c'est une rumeur d'offrande de la mort. Alors selon celle-ci, des gens mourraient mystérieusement après qu'un inconnu au volant d'une voiture 4x4 leur aurait donné une aumône. Alors comparée aux deux autres rumeurs, celle-ci, celle d'offrande de la mort, est la plus brève et la moins diffusée, puisque en effet, il y a eu une seule vague de cette rumeur, en tout cas jusqu'à présent. Elle apparaît à Dakar ou à Saint-Louis en janvier 2010, et elle se répand alors très rapidement dans tout le Sénégal, jusqu'en Gambie, Gambie étant en fait enclavée dans le territoire sénégalais, et à la frontière malienne également. Et elle va disparaître au bout de quelques semaines. Mais pendant cette courte période, elle fait l'actualité, et elle est comme les deux autres, notamment comme la rumeur des voleurs de sexe, à l'origine de plusieurs incidents avec des accusations publiques et des violences. Alors, toutes ces rumeurs partagent un certain air de famille, et d'ailleurs, elles sont systématiquement comparées les unes aux autres par les gens eux-mêmes. De nouvelles histoires apparaissent constamment et elles s'appuient sur d'anciennes rumeurs et elles sont comparées à ces anciennes rumeurs. On peut donc dire du coup qu'elles relèvent toutes d'un même genre transnational auquel d'ailleurs on peut tout à fait rattacher d'autres histoires du même type que j'ai croisées dans mes enquêtes. Des rumeurs de femmes vampires qui agressent des gens les mordant dans la rue au Sénégal, des rumeurs de voleuses de sperme, de viols mystiques dans les transports en commun, de crimes rituels ou de sacrifices humains, pour en citer quelques autres. Alors, mon travail sur ces rumeurs a consisté à essayer de mettre au jour les raisons de leur succès culturel. Pourquoi semblent-elles si bonnes à penser et à raconter par les gens qui les ont fait circuler? Comment apparaissent-elles et disparaissent-elles? Et en fait, à travers ces rumeurs, finalement, j'ai cherché à comprendre des choses assez classiques en anthropologie, qui sont les dynamiques de la communication sociale, les mécanismes de la transmission culturelle. Alors, toutes ces rumeurs, on peut les qualifier de rumeurs de sorcellerie ou de rumeurs occultes, dans la mesure où leur scénario évoque une agression
par des moyens qui défient l'entendement ordinaire. Alors en Afrique francophone, on parle le plus souvent de phénomènes mystiques à ce propos. Et en effet, ces rumeurs sont liées aux représentations traditionnelles de la sorcellerie en Afrique subsaharienne. Ainsi, c'est tout un ensemble de représentations culturelles largement partagées sur le continent qui préexistent à ces rumeurs et qui ont d'une certaine façon facilité grandement leur émergence, puisque c'est de là qu'elles tirent leur crédibilité et leur pertinence culturelle. Il a par exemple été dit que l'affaire des numéros de téléphone portable qui tuent était de la télésorcellerie. De même, l'offrande de la mort était pensée comme une forme de maraboutage, c'est-à-dire une forme de sorcellerie instrumentale ou de magie maléfique. Mais en même temps, la qualification de ces phénomènes par les gens eux-mêmes était loin d'être unanime, mais elle était continuellement débattue et contestée. Par exemple, si pour les uns, il s'agissait d'une forme de sorcellerie, pour les autres, les numéros de téléphone tueurs n'étaient qu'un virus, tandis que l'offrande de la mort s'expliquerait plutôt par un banal empoisonnement. Là où certains voyaient un crime rituel ou un sacrifice humain, d'autres voyaient un simple meurtre crapuleux ou un crime passionnel. Et alors que les uns prenaient ces histoires très au sérieux, les autres les interprétaient au contraire comme une fausse rumeur, un syndrome psychosomatique, une escroquerie en bande organisée, mais aussi parfois comme un complot orchestré par l'État ou des puissances étrangères. Donc on voit, c'est la qualification même du phénomène qui est en jeu, et le terme rumeur, de ce point de vue-là, n'est pas neutre. Alors moi, si je l'utilise, j'essaie de l'utiliser de manière la plus descriptive et neutre possible, puisqu'en fait, la façon dont on va parler du phénomène ne fait pas l'unanimité parmi les acteurs eux-mêmes, donc il y a des enjeux de qualification contextuelle. Donc des rumeurs qui sont liées à la sorcellerie traditionnelle, mais en même temps qui s'en écartent sur plusieurs points. Puisqu'en effet, l'archétype de la sorcellerie sur le continent africain, l'Afrique subsaharienne, c'est une sorcellerie qu'on peut qualifier de familiale, dans la mesure où le sorcier, le plus souvent, est un parent, ou c'est en tout cas toujours un proche. Et de ce point de vue-là, je tiens à préciser que la sorcellerie, ça ne renvoie pas du tout à des cosmologies exotiques, mais elle est tout simplement un phénomène révélateur des conflits et des tensions au sein du groupe. On a pu interpréter ainsi la sorcellerie comme une jauge des tensions sociales. Donc le plus souvent, la sorcellerie, elle fonctionne à l'intérieur et elle renvoie, elle exprime des tensions à l'intérieur de la famille, de la parenté. Or, contrairement à la sorcellerie familiale, ces affaires de vol de sexe, d'offrande mortelle ou de numéro tueur, elles ne concernent jamais des parents, mais toujours de parfaits inconnus, et même souvent des étrangers, en particulier dans le cas de la rumeur des voleurs de sexe, où c'est très souvent des étrangers non nationaux, parfois au sens de l'ethnie, parfois au sens de la nationalité, qui sont stigmatisés. Et je n'ai pas le temps de revenir dessus, mais la composante xénophobe est importante pour alimenter la rumeur et stigmatiser certaines catégories de population. Donc, ce n'est pas des parents qui sont concernés, mais des parfaits inconnus. Ça ne se passe pas dans l'espace domestique, dans la maison, dans le foyer, mais dans l'espace public, en pleine rue, dans des marchés, dans les transports collectifs, par exemple. Et de ce point de vue-là, on peut dire que ces rumeurs-là sont une forme d'adaptation de la sorcellerie à des nouveaux contextes, notamment le contexte urbain, le contexte de l'anonymat urbain, le contexte des nouvelles technologies, dans le cas des rumeurs des numéros de téléphone portable qui tuent. Et ça nous renseigne sur un point, c'est que la sorcellerie ne concerne pas, ou ne concerne en tout cas pas que l'Afrique villageoise traditionnelle, mais c'est également un phénomène éminemment moderne. On a parlé de ce point de vue-là de modernité de la sorcellerie, voire de sorcellerie de la modernité. En effet, si ces rumeurs doivent beaucoup aux représentations traditionnelles liées à la sorcellerie, elles ne sont pas non plus très différentes de ce qu'on appelle classiquement les légendes urbaines du folklore euro-américain, et elles y puisent même parfois très directement leur inspiration. Les légendes urbaines, c'est-à-dire des corpus de récits largement diffusés, reposant sur des scénarios stéréotypés, mais qui sont adaptés à chaque fois aux circonstances locales des lieux dans lesquels ces récits circulent. Et qui sont souvent, ces légendes urbaines, des histoires édifiantes qui mettent en scène les dangers supposés de la vie moderne. Et il y a des rapprochements tout à fait possibles avec les rumeurs sur lesquelles que j'ai étudiées. L'offrande de la mort, par exemple, elle peut être rapprochée des légendes urbaines concernant les bonbons empoisonnés distribués à Halloween aux États-Unis. Quant à la rumeur des numéros tueurs, elle s'inspire, je l'ai montré, très directement de films d'horreur asiatiques qui ont ensuite été adaptés par Hollywood et vraisemblablement ensuite sont repris ou diffusés de manière pirate par l'industrie du cinéma nigérian, Nollywood, qui est extrêmement prolifique sur le continent. Donc il faut voir ces rumeurs comme étant partie prenante du processus de la mondialisation culturelle. Elles sont le produit de la circulation d'images et de récits à une échelle beaucoup plus vaste que celle du continent africain.
Et c'est vraiment important, je voulais souligner ça, hein, pour désexotiser ces rumeurs de sorcellerie. J'aurais d'ailleurs très bien pu, il se trouve que je travaillais déjà en Afrique avant de rencontrer ces rumeurs, mais j'aurais très bien pu étudier des rumeurs similaires ailleurs que sur le continent africain. Les exemples ne manquent pas, comme vient encore le confirmer l'actualité récente, ça a été évoqué ce matin d'ailleurs, hein, en mars de cette année, dans plusieurs communes de la banlieue parisienne, des Roms ont été victimes de tentatives de lynchage suite à la circulation d'une rumeur selon laquelle des personnes à bord d'une camionnette blanche chercheraient à enlever des enfants. Et bon, je ne reviens pas dessus, mais on pourrait souligner tout un ensemble d'éléments. Le fait que cette rumeur elle a une certaine épaisseur historique, comme ça a été rappelé tout à l'heure. La figure du tzigane voleur d'enfants, qui est un stéréotype raciste qui existe depuis plusieurs siècles dans toute l'Europe. Et cette rumeur, elle s'inspirait en outre de toute une famille d'autres rumeurs, dont elle représente en quelque sorte un point de cristallisation, puisque des histoires de camionnettes blanches rôdant aux abords des écoles circulent déjà depuis plusieurs années dans toute la France. Elles font partie d'un ensemble très fourni de légendes urbaines liées aux enlèvements d'enfants, qui est un thème évidemment sensible s'il en est. Et j'avais d'ailleurs recueilli des équivalents de cette rumeur au Gabon il y a des années, la camionnette blanche étant simplement remplacée par une voiture noire aux vitres fumées qui renvoie cette fois-ci à l'imaginaire de la richesse et du pouvoir, qui sont les gens qui peuvent se permettre de circuler dans ce genre de véhicule. Bon, je passe en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais bon, l'idée était de vous montrer de s'arrêter brièvement sur cet exemple français et récent, que mon travail sur des rumeurs de sorcellerie en Afrique peut servir à éclairer des phénomènes similaires dans des contextes très différents et des mécanismes plus généraux de la rumeur, une manière de désexotiser, de désafricaniser les phénomènes sociaux sur lesquels j'ai travaillé. Donc en passant de la sorcellerie familiale aux rumeurs occultes contemporaines, ça s'accompagne également par un changement notable d'échelle. En effet, les histoires de sorcellerie familiale, elles reposent sur des ragots qui circulent uniquement à une échelle assez limitée, celle généralement de la famille. Et même lorsqu'elle sort du cadre étroit de la parenté, pour se focaliser plutôt par exemple sur des relations de voisinage dans le quartier ou des relations de travail, utilisation entre collègues, par exemple, de travail, la sorcellerie reste toujours cantonnée à des cercles d'interconnaissance en dehors desquels elle perd sinon toute signification. Or, justement, de ce point de vue-là, les rumeurs comme celles des voleurs de sexe, elles représentent au contraire des nouvelles d'intérêt général qui, pour cette raison, peuvent circuler à une échelle bien plus vaste, nationale, voire transnationale, comme le montrent les cartes que je vous avais montrées au début. Puisqu'en effet, ce sont des inconnus. Le voleur de sexe est un inconnu, il vise d'autres inconnus dans la rue lui-même. Donc là, on sort de ce petit cercle d'interconnaissance, mais c'est une nouvelle qui virtuellement peut concerner tout le monde. Et donc du coup, la question que posent un peu ces rumeurs, c'est comment rendre compte de la sorcellerie lorsqu'elle cesse d'être un ragot local pour devenir une rumeur transnationale. Alors, enquêter sur des phénomènes à une si grande échelle pose cependant un défi aux méthodes habituelles de l'anthropologie et de l'ethnographie de terrain. En effet, peut-être encore plus que tout autre fait social, l'étude des rumeurs nous oblige à faire de l'ethnographie sur une échelle instable, ni purement locale, ni clairement globale. Je cite là une formule des époux Komarov qui, je trouve, s'adapte particulièrement bien à ce travail sur les rumeurs. En effet, il m'a fallu faire sans cesse varier les échelles d'analyse en combinant des approches tantôt macro, tantôt micro, puisque les vues d'ensemble, comme celle que donne une carte de ce type-là, permettent de rendre compte de la diffusion transnationale des rumeurs et de prendre la mesure du phénomène dans toute sa généralité. Par exemple, dire c'est pas parce que je l'ai observé au Gabon sur le terrain en telle année que c'est à partir du contexte gabono-gabonais que je vais la comprendre, puisqu'en fait la même rumeur a circulé sur une période historique et une extension géographique beaucoup plus large. Mais en même temps, on a toujours besoin de vues de détail qui permettent d'offrir un éclairage sur les circonstances particulières de leur circulation dans des contextes locaux et permettent de descendre jusqu'au plus menu détail de leur circulation, des incidents qui surviennent bien souvent dans le sillage des rumeurs. Alors, la rumeur étant fugace et imprévisible, c'est un type de fait social qui résiste à l'observation directe. On est généralement condamné à retracer sa diffusion de manière rétrospective, entreprise relativement délicate. Il faut en effet réussir à suivre un fil ténu et mouvant qui déjoue en plus les frontières des espaces socioculturels, et donc à mener une ethnographie qu'on qualifie généralement de multisituée, c'est-à-dire multiplier les sites d'enquête de manière à pouvoir varier les points de vue sur un même phénomène qui, si on l'appréhendait uniquement par un petit contexte local singulier, unique, finalement nous ferait manquer quelque chose. C'est pour ça ainsi que je suis passé du Gabon au Sénégal au cours de ce travail pour varier mes sites d'enquête d'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest, d'un pays plutôt christianisé à un pays massivement musulman.
Et donc, pour parvenir à suivre ce fil des rumeurs, je me suis attaché à explorer les lieux de sociabilité où l'actualité et les rumeurs du jour sont discutées et passionnément débattues. Les grands places, les kiosques à journaux, les marchés, les gargotes et autres lieux de restauration informelle. Alors, également, un autre point méthodologique important, c'est que lorsqu'on enquête sur une rumeur, on est amené à recueillir des discours extrêmement disparates. Le scénario n'est jamais exactement le même, tout le monde n'y prête pas le même crédit, et les interprétations qui sont données à ces rumeurs divergent bien souvent. Or, il faut à tout prix éviter de résorber cette hétérogénéité et faire au contraire entendre les multiples voix, souvent dissonantes, qui font la polyphonie de la rumeur. Éviter de la réduire à un phénomène qui serait simplifié, ramené à un imaginaire collectif un peu uniforme, monotone. Au contraire, il faut insister sur les discordances extrêmement fortes qui font la vie de ces rumeurs. L'enquête a également tout à gagner à s'intéresser aux accusations et aux incidents suscités par les rumeurs. Ça permet en effet de ne pas s'en tenir à des récits désincarnés qui flotteraient un peu en apesanteur au-dessus de la société, mais de pouvoir décrire des événements circonstanciés impliquant des personnes et de chair et d'os. Un tel était allé sur un marché et une telle circonstance, il s'est fait accuser d'être le fameux distributeur d'offrandes de la mort et il a échappé à un lynchage par la foule. Donc, de cette manière-là, ça permet de montrer comment la rumeur acquiert une certaine consistance sociale en démêlant l'entrelac de faits et de récits sur lequel elle repose. Alors, pour pallier l'absence d'observation directe, j'ai été également contraint de recourir à des sources de presse en complément de l'enquête ethnographique. En effet, ces rumeurs ont beaucoup circulé par le bouche à oreille, mais également elles ont été largement relayées par les médias. Vous voyez quelques exemples, là tirés fin des années 90 sur le vol de sexe du Gabonais et Sénégalais. Et là, un exemple plus récent, Sénégal 2010, sur la rumeur d'offrande de la mort. Donc, vous voyez qu'elle fait la une de l'Observateur, qui est un des principaux quotidiens sénégalais. Donc les médias sont en effet partie prenante de la propagation des rumeurs, qu'il s'agisse de la presse écrite, de la radio, de la télévision ou de plus en plus d'Internet et des réseaux sociaux. Ces médias représentent en effet de puissants vecteurs de transnationalisation sans lesquels les rumeurs, à mon avis, n'auraient jamais pu se diffuser à une si vaste échelle. On peut de ce fait dire que la sorcellerie est aujourd'hui bel et bien passée à l'ère des médias. C'est pour ça, tout à l'heure, je crois que c'était dans l'introduction, quand Mathias Girel citait, je ne sais plus quel auteur, qui disait voilà, les histoires de fake news, ça concerne la partie du monde qui est connectée. En fait, le monde est connecté. Il n'y a pas une partie du monde connectée, une partie du monde déconnectée. Il ne faudrait pas croire que l'Afrique vit uniquement à l'ère de l'oralité. Elle est très largement connectée, même pour l'anecdote. Je n'avais pas de compte Facebook et j'ai dû ouvrir un compte Facebook une fois après être allé au Sénégal, parce que tous mes interlocuteurs, lorsqu'ils voulaient garder le contact avec moi, me disaient « Alors, c'est quoi ton contact Facebook ?» Et en fait, ils me prenaient vraiment pour le dernier des sauvages de n'avoir pas encore de compte Facebook. Et donc, depuis, j'ai dû en ouvrir un. Donc, tout le monde a au moins 2 téléphones portables sur soi, un compte Facebook, utilise WhatsApp, etc. Et ces rumeurs-là, c'est sur ça qu'elles nous renseignent. C'est sur ces usages sociaux extrêmement enthousiastes des médias, des réseaux sociaux dans l'Afrique contemporaine. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un hasard si la rumeur de vol de sexe ne s'internationalise que dans la seconde moitié des années 90, plus de 20 ans après son apparition au Nigeria. En effet, pourquoi ce n'est pas un hasard? C'est que dans nombre de pays africains, cette période, elle coïncide précisément avec la libéralisation des secteurs de l'information et de la communication, qui voit l'émergence de groupes de médias privés et l'essor d'une presse populaire qui, pour des raisons commerciales, n'hésite pas à reprendre les nouvelles les plus sensationnalistes et donc qui témoignent d'une grande porosité entre rumeurs et informations, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt une presse contrôlée par le régime qui, en gros, relayait les faits et gestes des dirigeants, mais accordait très peu de place aux faits divers. Alors, en même temps, l'usage ethnographique de sources de presse pose cependant des problèmes méthodologiques. En effet, on ne saurait étudier les rumeurs à travers des articles de journaux sans s'intéresser du même tenant à la fabrique du discours journalistique et à sa réception dans les milieux populaires. On ne peut pas faire comme si c'était des sources transparentes et qu'on accédait directement à une réalité, entre guillemets, à travers cela. En effet, les discours journalistiques sont des productions culturelles spécifiques dont il faut restituer les logiques d'élaboration en analysant le champ journalistique, ses acteurs, ses pratiques et ses contraintes spécifiques. Les médias, dans la circulation de ces rumeurs, n'ont pas joué un rôle seulement actif dans la circulation des rumeurs, mais ils ont également contribué à la perception sociale de ces phénomènes. Ils ont considérablement multiplié l'audience de ces rumeurs, mais ont aussi contribué à lui donner de l'importance. En effet, en lançant publiquement l'alarme, les médias ont parfois contribué à faire de la rumeur un scandale. Certains journaux ont même parfois attisé le feu.
Je cite un exemple du Cameroun Tribune en 1996 qui titrait en une « La science confirme, la chasse aux Nigérians voleurs de sexe est ouverte ». Donc là, on voit vraiment comment ils sont partie prenante de la diffusion. En même temps, il ne faudrait pas caricaturer la presse en la dépeignant uniquement comme une institution cynique ou xénophobe. Il faut aller voir plus en détail dans la fabrique de l'information journalistique. Et dans mon travail avec les journalistes sénégalais de la presse populaire, en travaillant avec eux, on voit que le choix d'aborder ou non la rumeur fait généralement débat au sein des rédactions. Par exemple, le témoignage d'un journaliste de l'Observateur à propos de l'offrande de la mort, qui me disait, donc quelqu'un a posé la question, est-ce qu'il faut relayer la rumeur? Les gens étaient partagés. Certains disent oui, il faut véhiculer cette rumeur, l'information n'est jamais bonne à terre. D'autres disent non, comme ce n'est pas vérifié, en la relayant, on amplifie. Alors, au-delà de la pression commerciale pour relayer une histoire accrocheuse, la volonté d'alerter les populations est également souvent mise en avant par les journalistes. Le même journaliste poursuivait, par exemple, pourquoi la presse s'intéresse à ça? Pour jouer le rôle d'alerte, mais pas pour confirmer exactement. En évoquant cette rumeur, c'est une façon de demander aux gens de faire attention. Peut-être que ceux qui étaient tentés d'offrir de la viande vont se retenir. Ceux qui étaient tentés de lyncher quelqu'un qui offre de la viande vont se dire « Ah non, c'est juste une rumeur ». C'est à propos de l'offrande de la mort, où dans cette offrande, il y avait souvent, en plus des billets de banque, un morceau de viande. Donc comme on le voit, les journalistes sont partagés entre des contraintes commerciales et une volonté d'information citoyenne et de distanciation critique qui les conduit au final à parler de ces rumeurs occultes au risque d'amplifier leur audience. Alors tout ça poserait aussi la question de la formation au métier de journaliste en Afrique et des contraintes économiques du métier de journaliste. Je n'ai pas le temps de m'appesantir dessus. Alors la principale caractéristique de la presse populaire, du discours de la presse populaire sur ces rumeurs, c'est qu'elle repose sur ce qu'on peut qualifier une rhétorique de l'ambiguïté. Par exemple, Walf Grandplace intitule l'un de ses articles sur l'offrande de la mort « L'aumône mortelle, entre guillemets, fait une victime à Tiaroy ». Et en lisant le titre, on ne sait pas s'il s'agit d'une personne qui serait décédée en recevant les mystérieuses offrandes ou bien d'un donateur charitable qui aurait injustement été accusé et violenté par la foule. Dans la même veine, un journal concurrent, Le Populaire, titre à sa une « Les offrandes mortelles », toujours entre guillemets, autre victime d'une rumeur affolante, accompagnée de la photo d'un garçonnet, un jeune talibé en train de mendier. Ce montage peut laisser entendre que des enfants en train de mendier auraient succombé à l'offrande de la mort, alors qu'il s'agit en réalité de souligner, dans le contenu de l'article, mais pas en une, qu'ils pâtissent des conséquences de la rumeur, la peur de donner et de recevoir entraînant une baisse de leurs maigres revenus au moment où la rumeur bat son plein. Alors, les usages populaires de la presse confirment l'importance stratégique de la composition de la une. En effet, les kiosques ou les étalages en plein air attirent dès le matin une petite foule de curieux qui consultent les gros titres sans acheter les journaux ni lire les articles en page intérieure. Cette lecture cursive va ensuite alimenter les conversations tout au long de la journée. C'est ce qu'on appelle généralement en Afrique de l'Ouest la titrologie et les titrologues. Vous en voyez là quelques exemples. Et cette construction collective des nouvelles repose ainsi sur des allers-retours incessants entre les discours populaires et l'information produite par les médias, chacun s'inspirant de l'autre. Ce phénomène, surnommé radio-trottoir ou radio-cancan en Afrique francophone, offre un terreau fertile à la propagation de toutes sortes de rumeurs. Alors, tout cela nous amène maintenant à nous pencher sur la réception des rumeurs. Réception dont je voudrais souligner qu'elle n'est pas une réception passive d'informations diffusées par les médias ou le bouche à oreille, mais toujours une discussion active qui, comme on va le voir, fait la part belle au doute et à la critique. Selon un cliché répandu, d'ailleurs y compris dans la littérature savante, la rumeur supposerait et susciterait l'adhésion la plus crédule, un aveuglement tel qu'il pousserait à croire l'incroyable. Mais imputer la rumeur à la crédulité populaire ne fait en réalité que reconduire le grand partage entre eux et nous, entre la croyance et le savoir, puisque c'est toujours l'autre qui croit alors que nous savons. Et ce type d'explication est le reflet des préjugés de classe des élites savantes envers les classes populaires. Alors quand en outre, comme moi, on travaille sur des sociétés africaines, le risque est grand, si on reprend ce type d'analyse, de confirmer des préjugés grossiers sur l'Afrique, le cliché, malheureusement encore tenace, d'un continent enfermé dans des croyances superstitieuses et irrationnelles. Or, en réalité, mes enquêtes m'ont permis de montrer que les modalités de la croyance sont autrement plus complexes que cela. Il n'est en effet pas du tout besoin de croire à une rumeur pour la colporter. En effet, la communication d'une nouvelle qui annonce un danger imminent possède avant tout une fonction d'alerte. Puisqu'elle revêt un caractère d'urgence impérieuse, il y aurait un danger à ne pas la faire connaître rapidement autour de soi, qu'elle se révèle finalement a posteriori vraie ou fausse. C'est ce que montre bien la prolifération de rumeurs de toutes sortes dans les moments aigus de crise,
que ce soit des catastrophes naturelles, comme Magali va nous en parler juste après moi, des moments de guerre, des moments de révolution, enfin, au moment d'une révolution, comme nous en a parlé Guillaume Mazot tout à l'heure, ou encore d'attentats terroristes ou d'épidémies comme celle du virus d'Ebola qui a durement touché l'Afrique de l'Ouest en 2014 et qui a été également l'occasion d'énormément de circulation de rumeurs. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, petite parenthèse, on peut différencier ce que je qualifierais là de rumeurs de crise, qui sont vraiment des réactions à une situation de crise, un événement ponctuel, des rumeurs sur lesquelles j'ai travaillé qui se rapprochent davantage, qui sont des formes intermédiaires entre la rumeur et la légende. Les légendes urbaines, c'est un peu le même cas. Là, on a tout un contexte, un continuum de choses qui ne sont quand même pas tout à fait équivalentes entre une rumeur de crise ponctuelle liée à un événement singulier et quelque chose qui a une représentation collective avec plus de persistance, qui explique sa récurrence sporadique et qui relève un peu un mi-chemin entre la légende et la rumeur, telles les rumeurs sur lesquelles j'ai travaillé. Et donc, c'est pourquoi ces rumeurs funestes liées à des situations d'urgence, les voleurs de sexe étaient dans le pays voisin, dans la ville voisine, ils viennent d'arriver, attention, ils sont là. Donc, des rumeurs funestes liées à une situation d'urgence, ces rumeurs-là sont généralement plus transmises et plus suivies des faits. Elles suscitent en effet des réactions différentes de celles qu'on aurait prises si on avait pris le temps de la délibération, mais temps de la délibération que l'on n'a pas dans cette situation-là. Les émotions jouent également un grand rôle dans ces situations-là. Ces rumeurs-là possèdent une forte charge émotionnelle. La peur, l'angoisse sont centrales, qui peuvent également facilement se transformer en colère ou en violence, c'est-à-dire autant d'émotions actives qui incitent à agir, qui sont propices au déclenchement de violence. Ainsi, la rumeur annonçant la présence de voleurs de sexe en ville va créer un climat d'inquiétude. Elle va abaisser le seuil de réaction lors d'une rencontre avec un inconnu, créer une sorte de peur anticipée, ce qui va être un terrain propice à l'éclatement d'incidents ou de violences, puisque la moindre personne avec qui on a interaction dans l'espace public, dans la rue, il nous regarde un peu bizarrement, il nous tend la main, mais pourquoi étant donné que la rumeur est là, risque d'entraîner des accusations, va relancer la rumeur. De ce point de vue-là, d'une certaine manière, ces rumeurs rendent inéluctables les événements qu'elles annoncent. Ce sont une sorte de prophétie autoréalisatrice. On voit bien ici le lien dialectique entre rumeur et violence de foule. Donc, colporter la rumeur a une fonction d'alerte. Deuxième élément, relayer la rumeur constitue également une bonne façon de tester sa crédibilité. Cela permet de savoir ce qu'en pensent ses pairs et donc d'ajuster sa propre attitude en fonction de leur réaction. En effet, raconter une rumeur, c'est une forme de communication sociale à travers laquelle les participants vont chercher collectivement à donner du sens à des nouvelles au statut très incertain. Et de fait, dans mes enquêtes, j'ai recueilli des avis très divers qui pouvaient aller de l'adhésion la plus convaincue à la dérision critique à propos de ces trois rumeurs. Je vous donne juste un petit panorama, un petit panel. Une Gabonaise, donc du côté des convaincus, qui disait « Le phénomène des voleurs d'organes sexuels est réel. Je ne veux pas faire le saint Thomas, j'ai déjà pris mes précautions et tant pis pour celui qui osera. » De même, un commerçant, « C'est un phénomène qui existe et moi j'y crois. J'ai plusieurs fois vu des cas à Abidjan et à Ouagadougou. Pour moi, ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire, le phénomène est bien réel. Généralement, les auteurs de ces actes sont de nationalité étrangère. » Alors pour beaucoup, la croyance dans la réalité des vols de sexe repose sur la seule crédibilité du oui-dire. On utilise parfois l'expression « voir avec les oreilles » à propos de cela. Par exemple, un électricien, pour moi, il existe bel et bien des gens capables de faire disparaître des sexes. Si ce phénomène n'existait pas, personne n'en parlerait. De la même manière, une étudiante, je n'ai jamais été témoin d'un cas, je ne connais pas non plus quelqu'un qui aurait vécu le cas. Je ne crois pas totalement au phénomène, mais je pense que si les gens en parlent et continuent d'en parler, c'est qu'il y a une part de vérité. D'autres, enfin, sont convaincus, mais malgré eux, comme cette victime gabonaise, victime entre guillemets, qui explique. C'est en empruntant un taxi que ce que je prenais pour une simple rumeur est devenu réalité à mes dépens. Un autre client est descendu au même endroit que moi. À peine m'a-t-il frôlé que j'ai senti une certaine décharge électrique. Du coup, j'ai soupçonné ce dernier, puisqu'il avait un regard coupable. J'ai donc alerté l'entourage qui a sommé l'indésirable d'expliquer son geste. Vu la pression exercée par le groupe, il a avoué son forfait. Il m'a demandé de lui accorder quelques temps de concentration afin qu'il me rende mon sexe à sa dimension habituelle. Entre parenthèses, les aveux ne sont finalement pas complètement étonnants parce que c'est une manière pour la personne accusée de gagner du temps et d'éviter un lynchage. Donc en fait, c'est une stratégie qui va confirmer pour tous les témoins la réalité de la chose, mais c'est aussi une stratégie qui peut permettre à la personne accusée à tort de garder la vie sauve. Donc ce qui fut fait, mais une fois à la police, personne n'a voulu me croire, c'est dommage. À l'inverse, certains restent totalement incrédules. Un étudiant, je ne crois pas tellement que quelqu'un puisse de façon mystique faire disparaître le sexe de quelqu'un d'autre. Il n'a jamais été prouvé scientifiquement que le sexe ait disparu ou subi certaines transformations. Pour moi, c'est de la pure invention. Les gens qui se disent victimes se sont certainement forgé une idée qui, intérieurement, leur fait croire que leur sexe a disparu, alors qu'en réalité, il est bien là.
Ou encore, cette femme gabonaise qui se gausse, même les impuissants vont prétendre qu'on leur a piqué leur sexe. Alors cet humour caustique est intéressant parce qu'il prouve bien la distance critique que les individus peuvent avoir vis-à-vis de la rumeur. Et très certainement, si la rumeur des voleurs de sexe a connu un tel succès, c'est aussi parce qu'elle était une histoire divertissante et donc bonne à raconter. Sa thématique sexuelle, en plus, se prétend bien au ton de la dérision. Donc il y a eu tout un ensemble de formes de démystification qui ont été apportées à la rumeur. Elle a été décrite, à ces phénomènes, qui ont été décrites non comme des faits avérés, mais comme un simple canular, parfois aussi comme une escroquerie. Par exemple, la rumeur des voleurs de sexe aurait été lancée par des pickpockets qui auraient profité de l'attroupement pour détrousser des kidams, ou par des individus racistes qui en profitaient pour stigmatiser les étrangers. Parfois, on en appelait même à des théories du complot. Par exemple, la rumeur d'offrande de la mort aurait été, selon certains, lancée par l'État sénégalais lui-même pour faire déguerpir les mendiants, alors qu'on sait que depuis l'époque coloniale, l'État cherche à débarrasser l'espace public des mendiants, mais n'y arrive pas, et donc il aurait utilisé la rumeur à défaut de réussir, par des politiques publiques de répression contre les mendiants, les faire déguerpir. Ou encore la rumeur des numéros tueurs, il a été évoqué le fait qu'elles auraient été lancées par des compagnies téléphoniques concurrentes pour ternir l'image du concurrent de l'opérateur auquel le numéro concerné était attribué. Tout cela rapprocherait les rumeurs des fake news, c'est-à-dire des formes de manipulation délibérée de l'information, ce que les rumeurs ne sont pas en réalité. Dans mon travail, il me semble bien qu'en aucun cas, dans très peu de cas, ces rumeurs ont été intentionnellement forgées par des individus ou des groupes dans une intention stratégique. Et s'il y a eu circulation délibérée, c'était toujours dans un second temps, mais on est assez différent de la circulation délibérée de l'information. Donc, des gens sont convaincus, d'autres sont au contraire tout à fait incrédules, mais il me semble que l'attitude, l'état d'esprit le plus répandu était la perplexité. Tel ce sapeur-pompier, toujours au Gabon, qui dit « Je crois que c'est un phénomène inquiétant. Tantôt on est tenté de croire, tantôt on se demande comment cela peut se faire. Personnellement, je n'ai pas encore un avis définitif sur ce problème. Quand je suis les médias, on dit qu'il y a des témoignages. Cependant, on ne nous a jamais montré quelqu'un sans sexe. Dans tous les cas, je crois que la magie est derrière cette affaire. » D'autres sont incapables de donner du sens aux événements et du coup s'interrogent. Ainsi, cette commerçante, la question que je me pose, c'est celle de savoir qui est derrière tout cela. Est-ce que cela est lié à la politique, puisque les élections, c'est pour bientôt? Personne ne sait. Il faut être victime ou témoin de l'événement pour y croire. Et beaucoup de témoignages sont extrêmement ambigus et peuvent donner lieu à une double interprétation. Par exemple, cette mère de famille qui dit « Pour moi, ce sont des pratiques sataniques qu'il faut donc réprimander. Les gens de mauvaise intention profitent de la naïveté des Gabonais pour les manipuler psychologiquement quand ils en ont envie. » Mais du coup, dans son témoignage, on ne sait pas bien qui est, selon l'on, naïf dans l'affaire. Ce serait celui qui croit à la rumeur ou celui qui se fait voler son sexe par une manipulation psychologique ou qui croit se l'être fait voler. Donc, comme on le voit à travers ces quelques exemples, l'attitude des kidams à l'égard des rumeurs fait la part belle au doute. Mais c'est en réalité un trait constitutif et non pas accessoire de la rumeur et de sa circulation. L'ambiguïté, dont j'ai souligné qu'elle était présente tant dans le discours journalistique que dans les discours populaires, se révèle bien le relais le plus efficace de la rumeur. Ces rumeurs circulent d'autant plus que leur statut incertain suscite débat et discussion. Et si on raconte la rumeur, ce n'est pas parce qu'on est convaincu, mais c'est parce qu'on en discute justement pour évaluer collectivement le statut épistémique qu'on peut lui donner. C'est pour ça, une rumeur n'est pas une croyance. Je crois que ce serait une erreur d'assimiler rumeur et croyance. C'est plutôt une proposition à croire, proposition for belief, pour reprendre la formule classique du psychologue américain Robert Knapp, qui, je crois, est assez bonne. C'est toujours une proposition à croire et non pas une croyance, parce qu'elle est toujours sujette au débat et à la controverse. Et ce sera ma phrase de conclusion. Si la rumeur pose la question de la croyance, c'est donc de manière toujours ouverte, celle-ci étant précisément l'enjeu de la discussion. À mon avis, c'est ça qui fait le moteur de la rumeur, plutôt que postuler l'idée d'une croyance préalable ou d'une crédulité populaire, qui serait l'explication de pourquoi ce type de discours circule aussi et facilement et a un tel succès culturel. Merci. J'ouvre la discussion. Qui a des questions? Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu, vous l'avez mentionné très rapidement, sur l'aspect xénophobe de certaines de ces rumeurs, vu que
dans d'autres pays, comme par exemple les kidnappings d'enfants, que ce soit en France avec les Roms ou en Inde, ça concerne généralement des minorités qui sont très bas dans l'échelle sociale ou en tout cas stigmatisées. Alors, des 3 rumeurs dont j'ai parlé, c'est essentiellement celle des voleurs de sexe qui a une composante très nettement xénophobe. Ce n'est pas tellement le cas dans la rumeur des numéros de téléphone portable qui tuent et de l'offrande de la mort, ou beaucoup moins le cas. Alors, la rumeur est née au Nigeria, et au Nigeria, il semble qu'au début des années 70, les personnes accusées de vol de sexe sont plutôt des Haoussa, donc des ressortissants nationaux, mais plutôt du nord du pays, plutôt par d'autres Haoussa ou des non-Haoussa. Ça peut renvoyer à des tensions intercommunautaires, dont on a d'autres exemples de pluie, parfois très violents, au sein du pays. Après, quand la rumeur va s'internationaliser et sortir du Nigeria, très souvent, elle va d'une certaine manière garder la mémoire de son foyer d'origine, puisque ça va être des ressortissants de la diaspora nigériane qui est extrêmement présente, notamment à travers la diaspora Haoussa commerçante dans toute l'Afrique de l'Ouest et même ailleurs, qui va être accusée. Mais par exemple, au Cameroun, c'est systématiquement des Nigérians qui sont accusés. Ça s'appuie aussi sur des conflits transfrontaliers les deux pays. Au Bénin, c'est exactement le cas. C'est des Ibo originaires du Nigeria suite à la guerre du Biafra qui sont accusés. Et plus on s'éloigne, plus en fait, on va passer à des catégories englobantes. Par exemple, parce que la rumeur va arriver au Gabon, où cette fois-ci on passe en Afrique centrale par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Cette fois-ci, ceux qui vont être stigmatisés, ça va être des Ouest-Africains, ceux que les Gabonais appellent de manière assez péjorative des West-Af, sans tellement faire la différence entre est-ce que c'est un Malien, un Sénégalais, un Nigérian ou autre. Au Soudan, là, quand la rumeur arrive en 2003, ça va être des Noirs, entre guillemets, qui sont stigmatisés. Là, ça s'appuie aussi sur les stéréotypes et aussi une histoire de violence, etc., entre les populations dites arabes et les populations dites noires, voilà, une histoire qu'on connaît aussi au Soudan et aujourd'hui entre le Soudan et le Sud-Soudan. Donc à chaque fois, on voit bien comment des stéréotypes, on va dire ethno-raciaux, nationaux, fonctionnent dans la stigmatisation et la dimension xénophobe de ces rumeurs. Et effectivement, on retrouve la même chose c'est pour ça que j'avais mentionné intentionnellement cet exemple de la rumeur sur les Roms il y a quelques mois en France. Les mêmes mécanismes de la cristallisation de la violence qui sont à l'œuvre, puisque la rumeur va dénoncer la supposée agression d'un groupe, qui est effectivement, comme vous l'avez rappelé, souvent un groupe qui est en position socialement plutôt vulnérable, ou économiquement dominé ou autre, de manière à justifier une agression en retour, comme s'il s'agissait de la légitime défense. C'est encore ces Nigérians on les accuse de pas mal de choses sur le continent africain, qui sont responsables de ça. On va aller s'en prendre à eux. Et ce qui est frappant, c'est que il y a des cas d'accusation de vol de sexe où il n'y a pas cette composante xénophobe. Et disons, on va dire, au pire, ce qui va se passer, c'est que la personne, il va y avoir accusation en pleine rue, il va y avoir une foule qui se réunit et la personne va être lynchée. Et je vais dire, ça s'arrête là. Ça fait déjà un mort, mais ça s'arrête là. Alors que quand il y a vraiment une composante xénophobe marquée, on ne va pas juste dire c'est cette personne-là qui a volé le sexe, on va dire c'est encore un coup des Ibo. Et là, du coup, la foule va avoir une forme de mobilisation plus importante, une consistance plus importante. Non seulement on va lyncher la personne, mais la foule va se déplacer dans le quartier du marché tenu par des Ibo, va piller le marché, brûler le marché, tuer plus de personnes. Les violences vont il va y avoir une mobilisation collective beaucoup plus importante. Les violences vont être et les conséquences plus importantes. Ça va cristalliser non plus sur une opposition entre deux individus, mais entre eux et nous. Avec parfois montrer les éditoriaux de presse qui attisent la violence en les dénonçant, il faudrait tous les renvoyer chez eux, etc. Bonjour, merci. J'aurais une question pour continuer un peu sur cette question de la transposition des rumeurs. On peut constater par ce que vous avez fait que, par exemple, des rumeurs qui peuvent passer sur tout le continent à travers de nombreuses ethnies. Vous avez aussi parlé, par exemple, d'une origine peut-être chinoise, la rumeur des numéros de téléphone tueurs. Ma question, c'est est-ce que cela permet de constater des différences d'organisation sociale, ethnique, par rapport au mode de transmission des rumeurs? Donc, est-ce qu'elles se transmettent toujours par des journaux ou de façon orale différente? Et est-ce que ça influe sur la rumeur même, ça, c'est ouvert comme question. De quelle façon est-ce que ça peut influer ces variations-là? Sur le médium, par rapport au médium par lequel passe la rumeur? Oui, par rapport au médium et puis par rapport au contenu. Bon, pour le contenu, on a parlé des problèmes de racisme ou de xénophobie, mais est-ce que plus largement, par exemple, on va changer le caractère est-ce que ça va dépendre de tel numéro? Est-ce qu'on va ensuite parler de différents modèles de voitures? Mais on pourrait aussi se demander est-ce que ça dépend de où
où la rumeur a été échangée. Est-ce que le fait que ça s'échange dans un village, ça va changer quelque chose sur le contenu de la rumeur par rapport à la ville, sur le mode de transmission des journaux? J'imagine que dans l'Afrique, il doit y avoir des variations sur comment les journaux sont organisés, et j'aurais été curieux de ça. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout, mais quelques éléments de réponse sur les médias. Passe par tous les médiums possibles, on va dire, et c'est bien ça qui font après qu'elles ont un tel succès culturel. Je pense, c'est pas des inventions des médias, donc elles commencent à circuler par le bouche à oreille, par l'oralité. Elles sont ensuite très rapidement reprises par les médias, généralement d'abord par la radio, qui est le médium le plus rapide de ce point de vue-là. La presse intervient que dans un second temps, mais à travers notamment les émissions collaboratives, j'ai pu le montrer. Puis ensuite, la télévision, la presse écrite, etc. De plus en plus, les réseaux sociaux sont utilisés. Le téléphone portable, WhatsApp est devenu extrêmement utilisé et un relais extrêmement... et les forums Internet. Donc il y a vraiment tout un ensemble, un écosystème de supports, du bouche à oreille, aux médias institutionnels comme la presse, jusqu'aux réseaux sociaux qui font que ces rumeurs-là circulent. J'ai pu montrer dans le cas des numéros tueurs comment les diasporas avaient joué un rôle aussi pour leur transnationalisation, notamment les diasporas dans l'océan Indien, entre l'Inde et en passant par les Comores, Mayotte, etc., pour rejoindre le continent africain. Donc c'est un premier point. Alors sur le contenu, oui, j'avais insisté que les scénarios des rumeurs, je vous en ai donné des scénarios un peu plus... Ils varient énormément et selon les cas. Et on peut voir des variations significatives. Par exemple, dans le cas des numéros tueurs, dont j'avais dit qu'elle est née en Afrique, mais qu'ensuite elle est née à nouveau en Inde, parce qu'il me semble que ce n'est pas connecté, et à partir de l'Inde, elle revient sur le continent africain. La version africaine, elle a un élément sorcellaire important. C'est-à-dire que dans la rumeur, c'est quelqu'un qui appelle au téléphone. Et c'est un sorcier qui utilise les moyens de la technologie moderne pour atteindre ses victimes. Alors que la version indienne, elle focalise beaucoup plus sur l'idée que c'est un virus, une sorte de virus un peu bizarre, un virus qui serait à la frontière entre un virus technologique qui renvoie à toutes les inquiétudes mondialisées autour du piratage informatique. Ce n'est pas un hasard que c'est quelques années après les premiers virus qui vont toucher les smartphones, au moment où les téléphones deviennent des petits ordinateurs et donc sont eux-mêmes vulnérables par des virus informatiques comme le sont les micro-ordinateurs. Et ce n'est pas un hasard non plus, c'est aussi, j'ai essayé de le montrer, corrélé chronologiquement avec les inquiétudes autour de la grippe aviaire, des virus je ne sais plus lequel des virus de la grippe, mais avec de passage d'espèces entre l'espèce animale et l'espèce humaine. Et donc là, dans les versions indiennes, il y a plus l'idée d'un virus entre la technologique et du biologique, et il y a un peu plus l'effacement de la dimension sorcellaire intentionnelle. Et donc qui renvoie au fait que les représentations en termes de sorcellerie sont culturellement beaucoup moins saillantes en Inde ou sur le continent sud-asiatique que sur le continent africain, par exemple. Ou autre exemple, peut-être un peu plus anecdotique, sur l'offrande de la mort, dans son contenu de ce que le donateur offre, normalement, il y a de la viande qui renvoie au sacrifice. Il y a un billet de banque qui est généralement une coupure de 10 000 francs CFA, qui est la plus grosse coupure en circulation dans la zone CFA en Afrique francophone et en ville. Et alors, lorsque la rumeur a circulé en milieu villageois au Sénégal, souvent la coupure était plus que de 2 000 francs CFA, ce qui renvoie au coût de la vie qui est différent aussi. Enfin, voilà, c'est-à-dire à Dakar, se faire offrir 10 000 francs CFA, c'est une aumône beaucoup trop importante pour n'être pas immédiatement suspecte, en tout cas bizarre. En milieu villageois, 2 000 francs, ça suffit déjà. Donc vous voyez, effectivement, le contenu de la rumeur va muter ou pouvoir être adapté en fonction de circonstances locales, même si globalement, le scénario peut rester similaire. Et pareil, sur les stigmatisations des étrangers, voilà, ça se greffe sur des tensions préexistantes entre différentes communautés dans tel ou tel pays. On a encore un peu de temps. Un petit peu de temps, 5 minutes. Moi, j'aurais aussi une question. Donc, trois questions. Ouais, 3 questions. Je vais essayer d'être... Ça, 5 minutes. Vous avez souligné le lien, l'importance plutôt du débat autour de la rumeur dans sa propagation. Et en rapport avec les questions précédentes, je me posais la question de savoir si vous aviez pu constater, par exemple, le rôle... Bon, est-ce que donc vous avez souligné l'importance du débat autour de la rumeur dans sa propagation? Est-ce que vous avez pu étudier le rôle du polymorphisme justement dans la propagation? Est-ce qu'une rumeur qui se présente sous des aspects différents suscite plus ou moins de débats? Et est-ce que la propagation en vitesse et en importance géographique s'en trouve affectée? C'est assez difficile de mesurer vraiment la vitesse et l'extension de la vitesse notamment, l'extension avec la carte, on peut l'arriver. J'ai pas l'impression. Dans tous les cas, en tout cas, c'est des rumeurs qui se répandent extrêmement vite. Pour la rumeur de l'offrande de la mort, j'ai pu vraiment le voir. En moins de 24 heures, elle a traversé le pays.
C'est pour ça que je n'arrive pas à savoir si elle a commencé à Saint-Louis ou à Dakar. Et elle est tout de suite, il y a des incidents à l'autre bout du pays, dans des milieux villageois, etc. Donc ça se relaie extrêmement vite, dans une temporalité qui est plus rapide que celle de la presse écrite, pas forcément de celle de la radio, qui, je l'avais dit, est plus rapide, mais qui va plus vite que la presse écrite. Et moi, j'aurais tendance à penser que c'est le téléphone portable et WhatsApp qui sont, enfin WhatsApp peut-être pas en 2010, mais aujourd'hui oui, qui sont ce qui va le plus vite. Tout de suite, les gens vont relayer vers WhatsApp. Et j'ai montré dans celle des numéros tueurs que d'ailleurs, le téléphone portable était paradoxalement à la fois le contenu et le médium de propagation de la rumeur. C'est-à-dire qu'on alerte les gens alertaient par un message, par des SMS envoyés par leur téléphone portable, leurs proches, du danger de recevoir des appels non identifiés. Et je montrais que d'ailleurs, il y avait une certaine forme de stabilisation des numéros qui étaient incriminés lorsque la propagation de la rumeur se faisait par SMS. Parce que là, il y a une trace écrite, on recopie le même numéro et il va muter moins que si c'est juste par le bouche à oreille. Et généralement, il est adapté de manière à ce que ça corresponde d'un pays à l'autre. Ils n'ont pas tous les mêmes nombres de numéros, les mêmes préfixes, mais elle devient plus stable lorsque le médium écrit de l'écrit numérique devient l'un des principaux supports de propagation de la rumeur. Une forme de stabilisation par l'écrit qui est assez classique par rapport aux variations par l'oral qui sont beaucoup plus foisonnantes de ce point de vue-là. Une question, puis après, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, parce qu'il faut qu'on tienne bien le temps. Parce que... Une question qui appelle une réponse très brève. Combien de victimes en tout? Est-ce qu'on a une idée? Deuxième question, est-ce qu'il y a des précédents pour les voleurs de sexe dans une perspective historique cette fois? Et la troisième, mais qui peut appeler une réponse brève, est-ce qu'il y a des politiques institutionnelles visant à contrer ces rumeurs quand elles surviennent? Alors, premier cas, combien de victimes, je ne saurais pas vous dire. C'est clairement la rumeur des voleurs de sexe qui est la plus diffusée en termes de plus de 40 ans maintenant, plus de 20 pays, etc., qui a fait le plus de victimes. Ça se compte par plusieurs dizaines, puisque là, dans quelques cas que je vous donnais, ça pouvait être pour un épisode, à un moment, un mois dans un pays, 20 personnes ou 15 personnes, etc. Donc ça doit se compter en centaines de personnes, avec évidemment un problème, comment recenser, etc., toutes les sources, tous les cas, mais je dirais plusieurs centaines. La rumeur des numéros de téléphone tueurs, de fait, elle peut faire moins de victimes, puisque le supposé coupable, il est pas en face de nous. Il y a la médiation technologique qui fait que là, on n'a personne à tuer, on va dire. L'offrande de la mort, il y a eu un seul épisode au Sénégal, janvier 2010. Il y a eu plusieurs blessés, mais il n'y a pas eu de mort. Donc c'est clairement la première qui est un peu la rumeur prototypique. À chaque fois que je parlais d'une rumeur avec les gens, toujours ils me disaient c'est comme la rumeur des voleurs de sexe. C'est vraiment la rumeur qui est la plus violente, la plus connue, la plus diffusée, la plus intense, etc. Ça, c'était ma première question. Deuxième question, oui. Alors, je crois qu'il y a très clairement... je l'avais dit, les années 90, presse populaire, groupe de médias privés, etc., il y a un changement d'échelle, une accélération. Mais en même temps, il ne faudrait pas croire, c'est comme un peu l'histoire de l'ère post-vérité qui aurait commencé hier, alors qu'en fait, ça renvoie à des choses beaucoup plus larges. Il y a des travaux extrêmement intéressants d'une historienne de l'Afrique coloniale, Louise White, qui a montré comment, à l'époque coloniale, entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, il y a eu des circulations transnationales de rumeurs, de vampires notamment, qui étaient liés, qui renvoyaient à la colonisation, etc., à la médecine coloniale, qui circulaient déjà à une échelle très large. Donc oui, il y a des continuités historiques, etc., mais je crois qu'il y a eu des formes d'accélération qui sont liées notamment au rôle des médias. C'est pour ça que j'ai glissé rapidement le mot média en plus dans mon sous-titre, que j'avais oublié dans le titre que j'avais donné ailleurs, au préalable. Et la troisième question, les réponses institutionnelles. Très vite, les autorités interviennent. Généralement, ça va être le porte-parole de la police qui va intervenir. Ils ne s'intéressent pas tellement au fait que la rumeur soit vraie ou faux. Mais ce qui les embête, c'est évidemment la justice populaire. C'est que les gens se mettent à lyncher d'autres gens, et donc ils insistent beaucoup là-dessus, mais finalement assez peu sur la vérité ou la fausseté de la rumeur. Donc ça va être l'intervention des autorités. Et après, il y a aussi l'intervention parfois des institutions qui sont en charge de réguler les médias, qui vont se poser des questions de déontologie des médias, est-ce qu'il faut en parler, etc. Les médias eux-mêmes, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais au Sénégal, ça reste quand même un clivage important, même s'il a tendance à s'éroder, entre la presse dite sérieuse, qui est généralement héritière c'est le Soleil, qui est héritière de la presse du régime, et la presse dite people, qui est la presse populaire. Il n'y a pas exactement le même traitement des rumeurs, c'est quand même assez clair. Même si ça a tendance, les frontières, à s'éroder pour des raisons commerciales. Voilà. Mais donc, voilà, il y a tout un ensemble d'acteurs, on va dire plus institutionnels, la police, la justice, les instances de régulation des médias. On fait appel aux médecins, aux psychiatres aussi, qui du coup vont donner souvent une version très
psychologisantes ou psychiatrisantes de la chose, en disant tout ça c'est de l'hystérie collective ou c'est psychosomatique, qui sont à mon avis pas forcément la meilleure façon en fait de voir les choses, qui interviennent aussi à titre d'experts pour donner leur avis ou essayer de juguler la rumeur. Alors après la question qu'on peut poser, mais je la laisserai ouverte, c'est est-ce que c'est l'intervention officielle de ces acteurs institutionnels qui est la raison pour laquelle ces rumeurs disparaissent assez rapidement? En fait, je ne crois pas. Je crois qu'en fait, ces rumeurs disparaissent lorsqu'elles perdent de leur valeur sur un cycle de l'actualité qui est extrêmement rapide. C'est en fait quand elles cessent d'être des nouvelles inédites qu'elles disparaissent au profit d'autres rumeurs et qu'elles réapparaîtront 2 ans plus tard ou 2 mois plus tard. Et ce n'est pas parce que les autorités ont réussi à démontrer ou à dire non, c'est qu'une fausse rumeur, il ne faut pas la diffuser. Je vais peut-être me donner la parole, juste pour finir, et avec une réponse courte. Moi, c'était pas sur les rumeurs, mais je me demandais comment on pouvait historiciser un petit peu, en tout cas notamment certaines des rumeurs, parce que pourquoi elles prennent. Et si je fais une comparaison, il y a eu des rumeurs importantes au moins jusque dans les années 50 en Europe sur les questions de contamination alimentaire. Et il y a une histoire très longue à la fois de vraie contamination alimentaire. Il y a des tas de textes de loi très importants depuis l'époque moderne sur les contaminations. Et en même temps, il y a beaucoup de rumeurs. Donc ça s'ancre dans des choses, dans des phénomènes qui existent aussi. Et notamment, je pensais à des groupes, par exemple les Wegere, qui ont la réputation, les guerriers, qui avaient des pratiques de couper le sexe de leurs ennemis quand ils... Enfin, c'est des faits historiques pour le coup. Et donc, est-ce qu'il y a des formes de... est-ce qu'on pourrait mettre un peu d'histoire pour essayer de comprendre pourquoi certaines rumeurs prennent ou ne prennent pas ? Et comment est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Et l'autre question que j'avais, pour désafricaniser un petit peu ou éviter des phénomènes, parce qu'il y a plein d'éléments dans ce que vous nous avez dit qui pourraient s'appliquer à des choses qui se passent en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Et je pensais par exemple au téléphone, on a le fait que par les téléphones tueurs, etc., on a par exemple des phénomènes de SMS qui s'envoient de scènes sur des bonnes ou des mauvaises choses. Si tu ne renvoies pas à 10 personnes, tu arriveras à quelque chose de mal ou pas bien, qui se passe aussi et qui peuvent prendre des ampleurs assez importantes dans des espaces européens ou occidentaux. Donc, est-ce qu'il y a des travaux qui essayent de penser, peut-être ethnographiques ou autres, qui essayent de penser ces phénomènes avec des usages, par exemple, du téléphone, de technologie ou d'autres formes, qui ne seraient pas que dans une aire géographique où on a tendance où on pourrait dire, voilà, c'est lié à cette aire-là, géographique-là. Alors, c'est ce que j'avais essayé de faire dans le cas des numéros tueurs, d'essayer de montrer comment c'était tout à fait contemporain de tout un ensemble, d'ailleurs, parfois, c'est sur des faits. La première création diffusion d'un virus qui touchait un smartphone, elle est contemporaine vraiment de la rumeur, et parfois aussi qui relayait d'autres rumeurs. Par jour, combien chacun d'entre nous reçoit des rumeurs qui nous alertent d'un virus, etc. C'est la même chose. Et il y a très clairement, c'est une même famille là-dessus, et donc l'Afrique n'est pas isolée de ce point de vue-là. Donc là, je suis entièrement d'accord avec vous. En même temps, si on historicise, on va quand même être ramené, là, par exemple pour les voleurs de sexe, à renvoyer au fait, à l'agrafage très net, au nouage entre sorcellerie et sexualité, qui est quelque chose de très ancien sur le continent. Le fait que la sorcellerie traditionnelle, elle touche la famille, mais elle touche fondamentalement la vitalité, la sexualité, les capacités reproductives des femmes. Et donc, en fait, là, la rumeur des voleurs de sexe, c'est pas les femmes, c'est les hommes, et ça sort de la famille et ça se met à toucher. Il y a tout un chapitre dans le bouquin que j'écris dessus. Ça renvoie, je pourrais dire, à une crise de la masculinité, à une reconfiguration des statuts de la masculinité dans les grandes villes, dans un moment où, en gros, les grands rites du cycle de l'existence ont perdu, ne sont plus là, donc n'assurent plus, en tout cas, sont plus suffisants pour conférer le statut d'homme, et qui renvoie, et c'est pas un hasard que les gens, tant des victimes que les accusés, se recrutent plutôt parmi ce que Jean-François Bayard appelle les cadets sociaux, donc des populations assez jeunes, parfois diplômées, mais mises à l'écart de l'emploi, c'est-à-dire de ressources, de revenus suffisamment stables pour pouvoir fonder une famille, etc., donc auquel le statut d'homme à part entière est dénié. Et donc ça permet de montrer comment on passe de quelque chose de très général, agrafage, sorcellerie et sexualité, qu'on retrouve sur le continent africain depuis très longtemps, à des choses qui sont liées
au contexte urbain, aux transformations des sociabilités urbaines, au rôle de l'anonymat urbain, aux reconfigurations de la construction de la masculinité, etc., dans une période de crise, c'est après les politiques d'ajustement structurel, etc., qui permet de donner à la fois du temps long et d'expliquer pourquoi c'est ce moment-là. Par contre, ce que j'arrive pas à expliquer vraiment, moi, c'est pourquoi Nigeria, début des années 70. J'arrive bien à expliquer pourquoi, une fois que c'est là, ça passe là, parce que généralement, on voit vraiment. Mais pourquoi c'est apparu d'abord au Nigeria des années 70 ? Je ne sais pas, à part de dire que le Nigeria, c'est le plus grand pays d'Afrique, le plus urbanisé, il est à la frontière entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et que, en gros, tout vient du Nigeria, que ce soit Nollywood, et toutes les rumeurs, il y a beaucoup de rumeurs, etc. Donc c'est vraiment un pays d'une grande vitalité pour le meilleur et pour le pire, de ce point de vue-là. Le titre de géant d'Afrique n'est pas usurpé. Mais pourquoi le début des années 70 ? Est-ce que c'est post-guerre Biafra, qui du coup ferait qu'il y aurait des tensions, etc. Ça, je dois dire, j'ai plus de questions que de réponses, mais... Voilà.